Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. Avec ce soir un témoignage exceptionnel alors qu'Emmanuel Macron est attendu demain au Rwanda pour normaliser les relations avec le pays, 27 ans après le génocide des Tutsis. Et cet invité, c'est Fabrice Epstein. Bonsoir. Bonsoir Julien. Merci d'être avec nous dans Europe Soir. Alors vous êtes avocat et vous avez défendu l'un des responsables de ce génocide, l'ex-officier Pascal Simbi Kangwa, condamné à 25 ans de prison pour génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Et vous racontez cette expérience dans un livre absolument passionnant intitulé Un génocide pour l'exemple aux éditions du Cerf. Alors ce qui est saisissant dans votre choix de défendre cet ex-officier, c'est que vous êtes vous-même descendant de rescapés de la Shoah et que quand votre famille a appris que vous défendiez cet ex-officier, personne ne l'a compris. Personne n'a compris que vous défendiez l'indéfendable. Pourquoi avoir fait ce choix ? Effectivement, vous avez raison, il y a eu un certain étonnement de la part de ma famille qui pensait que j'étais plutôt du côté des parties civiles, donc des victimes. Pourquoi je l'ai fait ? Parce que lorsque j'ai eu la chance d'être commis d'office dans ce dossier dès 2011, j'ai compris que être pour moi de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de ceux qui étaient accusés, serait une chance exceptionnelle de comprendre ce génocide des Tutsis et des Hutus modérés et de prendre part dans l'histoire rwandaise que par ailleurs je connaissais puisque quelques années auparavant, étudiant en droit, j'avais eu la chance d'assister à des sessions au tribunal pénal international pour le Rwanda et j'en étais revenu avec une idée très ferme qui était de défendre ce que la presse a appelé plus tard les présumés génocidaires. Alors c'est vrai, c'est ce que vous racontez dans le livre, que cette affaire vous est tombée un peu par hasard dessus. Votre client était reconnu à Mayotte en 2008, démasqué par une rescapée des tueries, et c'est en 2011 que vous le récupérez comme client. Et vous racontez d'ailleurs cette première rencontre à la prison de Fresnes. Vous êtes jeune avocat, un peu impressionné, et arrive cet homme très charismatique, séducteur, manipulateur. Que ressentez-vous lors de cette première rencontre ? C'est vrai que cette première rencontre, pour moi, elle est fondatrice puisqu'elle va être le début d'une aventure humaine, de ce que j'ai appelé ensuite une espèce de longue nuit rwandaise. La rencontre, elle est difficile puisque c'est une sorte de test de la part de Simbi Kangwa pour savoir s'il souhaite changer d'avocat, prendre de nouveaux avocats. Et elle se transforme ensuite en une confiance qui va durer pendant presque 10 ans. Fabrice Epstein, quand on lit votre livre, il y a quand même une question qui revient beaucoup, et c'est d'ailleurs un peu le sens de ce que vous avez dit votre famille quand vous aviez annoncé défendre cet homme-là. Comment peut-on défendre quelqu'un qui a commis un génocide ? Comment peut-on défendre quelqu'un qui a organisé la mort de milliers de gens, de familles, d'enfants? Comment peut-on défendre un monstre ? Alors je rectifie un peu puisque dans ma vision d'avocat et dans la vision que j'avais en 2011 et que j'ai toujours aujourd'hui, ce n'est pas un monstre. C'est quelqu'un qui était accusé de génocide et pour lequel j'ai plaidé l'acquittement depuis la première audience, puisqu'il y a eu une première affaire en 2014, un appel en 2016. C'est quelqu'un en qui je croyais fermement qu'il était innocent. Mais qui a été condamné à 25 ans de prison. Il a cependant effectivement été condamné à 25 ans de prison, mais il a partiellement été acquitté des faits pour lesquels il était accusé d'ailleurs. Puisqu'il était renvoyé devant la cour d'assises pour des faits commis à Kigali et commis dans le nord du Rwanda. Et dans le nord du Rwanda, il a été acquitté pour ces faits-là. Vous comprenez ma question, Fabrice Epstein. Bien sûr. Comment peut-on défendre l'indéfendable ? On défend l'indéfendable quand on pense qu'il y a toujours quelque chose à défendre. Quand on pense que derrière des actes qui auraient été commis, il y a une personne qui est humaine, défendable, qui elle-même a vécu un parcours de vie extrêmement difficile. Et lorsqu'on décide effectivement de s'attaquer à une défense comme celle-là, où les médias sont contre vous, les partis civils sont contre vous, il y a une exigence de justice extrêmement forte, où l'État est contre vous aussi, eh bien c'est là où la défense pour un avocat de l'indéfendable prend tout son sel et toute sa justification. Et d'ailleurs, quelqu'un de votre famille vous dit, est-ce que tu aurais défendu l'artisan de la Shoah ? Et vous répondez oui. Bon, je vous fais une réponse un peu facile peut-être, mais en défendant une personne qui de près ou de loin a contribué à la Shoah, on ne défend pas le nazisme. De la même façon qu'en défendant Pascal Simbi Kangwa, j'ai pas eu le sentiment de défendre le gouvernement dit génocidaire. Donc j'ai réussi, me semble-t-il, à faire la part des choses entre ça. Si vous aviez obtenu l'acquittement, est-ce que ça vous aurait empêché de dormir ? Non. Pour une raison assez simple, c'est que je considérais qu'à l'audience, rien ne permettait de dire que Pascal Simbi Kangwa était coupable pour des raisons très, très simples, parce que vous savez, ces dossiers de génocide, c'est des dossiers qui tournent autour de la preuve.
peut-on prouver ou pas que telle personne a contribué à la mort de telle autre. Et lorsque les témoins rwandais sont venus à l'audience, et peut-être qu'on parlera un tout petit peu plus tard de politique, lorsque les témoins rwandais sont venus à l'audience, beaucoup mentaient. Et beaucoup avaient inventé des choses pour que Simbi Kangwa soit le premier condamné rwandais en France. Et ça, pour un avocat, c'est inacceptable. Pour un citoyen, c'est inacceptable. Dans l'intimité de vos entretiens, est-ce que votre client faisait part de regrets et réalisait l'horreur pour laquelle il a été condamné? Alors, l'horreur du génocide, bien entendu, des regrets à titre personnel, très certainement, comme beaucoup de Rwandais qui ont laissé la situation pourrir au Rwanda et le génocide se mettre en branle. Je crois que c'est une évidence qu'au fur et à mesure des années qui passent, il y a cette prise de conscience très nette de la part des accusés. Que peut-on attendre de la présence demain d'Emmanuel Macron à Kigali et de sa rencontre évidemment avec le président Kagame? On sait que la responsabilité aussi de la France est importante dans le génocide qui est resté, selon les termes du rapport, aveugle face à la préparation. Disons que ce qu'on reproche aujourd'hui à la France, et ce qu'on lui reproche depuis un certain nombre d'années aujourd'hui, c'est d'avoir contribué à la naissance d'un gouvernement génocidaire au Rwanda, et d'avoir été un peu son sponsor, ce qui à mon sens n'est pas du tout vrai. Mais c'est en tout cas ce qui est en train de s'écrire, et c'est aussi, me semble-t-il, le sens de la visite d'Emmanuel Macron et du rapport du Clerc, d'avaliser une histoire qui est celle du gouvernement actuel rwandais, pour dire tout simplement qu'il y a eu un génocide, évidemment, et il y a eu un gouvernement préalable à celui de Kagame qui a construit le génocide. Donc que peut-on attendre de la visite d'Emmanuel Macron? J'espère surtout un travail mémoriel, puisque ce travail de mémoire, il est essentiel, il a été fait en partie par les historiens, il doit être fait par les politiques, mais comme disait le philosophe que Emmanuel Macron connaît bien, Paul Ricoeur, il faut que cette mémoire soit une mémoire heureuse. Je crois que c'est très important, et j'imagine que c'est dans ce sens-là que sa visite va s'effectuer, et ce ne sera pas une mince affaire. Bien. Y a-t-il eu pour vous une complicité de Paris dans cette affaire de génocide? Certaines associations, vous le savez sans doute mieux que moi, attendent que le président exprime au nom de la France des excuses pour le rôle joué par Paris dans ce génocide. Est-ce qu'il y a eu une complicité, pour dire les choses clairement? Non, il n'y a pas eu de complicité de mon point de vue. Je dirais même au contraire, il y a une volonté de la part de la France d'aider à ce que la situation au Rwanda devienne une situation plus démocratique, notamment en négociant des accords d'Arusha qui permettaient à toutes les forces en présence au Rwanda de coexister. Il y a eu plutôt une volonté d'aider en ce sens. Peut-être que l'erreur de la part de la France, c'est d'avoir voulu à un moment, dès les années 90, dès le début des années 90, d'être au Rwanda. C'est peut-être ça qu'on peut reprocher à la France, mais pas d'avoir contribué ou d'être complice d'un génocide. D'ailleurs, le rapport du Clerc ne le reconnaît pas. Alors, peut-être un dernier mot, Fabrice Epstein. Paul Kagame, chef d'État rwandais, est aussi accusé, lui, de bafouer la liberté d'expression et de réprimer l'opposition. C'est d'ailleurs ce que dit un rapport d'Amnesty International qui est catégorique. Je le cite, cette année encore, des disparitions forcées, des détentions arbitraires, des cas de recours excessif à la force, des procès iniques et des restrictions du droit à la liberté d'expression ont été signalés. Certains voient dans ce déplacement d'Emmanuel Macron une très belle opération de com de Paul Kagame. Est-ce que c'est également votre avis ? Oui, c'est également mon avis. Je pense que Paul Kagame, lui, préfère mettre en avant sa Startup Nation, et on verra si Emmanuel Macron juge qu'il en est ainsi, mais il est clair que sur le plan des droits de l'homme, il n'est pas du tout innovant. C'est quelqu'un qui a bâillonné son opposition, qui n'hésite pas à condamner les gens, qui d'ailleurs, certains disent, est à la base de certaines morts dans les prisons. Donc je crois que c'est une opération de communication, mais c'est une opération de communication qui est franchement difficile. Oui, Startup Nation, car on le précise pour les gens qui ne connaissent pas ni le Rwanda ni l'Afrique. Le Rwanda est un pays très développé désormais, en pointe sur un certain nombre de secteurs technologiques qui ne ressemblent en rien au pays qu'il était pendant le génocide. En tout cas, c'est la communication qu'en fait Paul Kagame. Oui, et c'est ce qu'on peut voir quand on va à Kigali, dans la capitale. Quelques chiffres pour terminer. Je rappelle que le génocide des Hutus contre la minorité Tutsi entre avril et juillet 1994 a fait plus de 800 000 morts. Merci infiniment à Fabrice Epstein d'avoir été ce soir notre invité. Merci. Merci à vous, Julien Bugier. Au revoir.